Dans l'exemple suivant, on considère une équation de transport à vitesse constante et condition initiale, où le coefficient de transport possède la dimension physique d'une vitesse et f est une fonction donnée. Suivant la notation générale de la deuxième approche des courbes caractéristiques, on a bien P égale à C, Q égale à 1 et puis un problème homogène. C'est-à-dire que les directions caractéristiques sont obtenues par intégration de ces relations caractéristiques pour avoir la relation entre x et t qui sont cette fois-ci sous forme de droite. Et puisque le problème il est homogène, les variations de u tout au long des caractéristiques sont nulles, c'est-à-dire que on peut intégrer cette relation de compatibilité pour avoir facilement l'expression de u en fonction de x et de t. On peut bien comprendre ici qu'il s'agit du transport de la solution tout au long des directions caractéristiques. Plus clairement, on peut le voir ici sur ces figures où on a considéré une condition initiale exponentielle et on peut voir ici qu'il s'agit bien de directions caractéristiques sous forme de droite et suivant chaque droite, la solution est transportée d'une manière constante tout au long de ces droites. On va discuter maintenant le taux de variation de U pour un observateur qui se déplace suivant une loi XP donnée. L'objet de l'observation prend cette forme. Et considérons un exemple d'un train qui se déplace à une vitesse C constante. Et puis on va discuter les différents cas possibles pour la vitesse de déplacement de notre observateur. Dans le premier exemple où on considère l'observateur qui ne se déplace pas, il voit passer tout le train à la vitesse C. Ensuite, si on considère un observateur qui se déplace exactement à la vitesse du train, par exemple quelqu'un qui se déplace à la même vitesse C sur une route parallèle à la voie ferrée, voit toujours la même partie du train. Le troisième cas, si l'observateur se déplace moins vite que le train. Dans ce cas, il verra défiler le train à la vitesse c-cp. Dans le cas contraire où notre observateur se déplace à une vitesse plus grande que le train, il verra le train défiler mais en sens inverse et toujours à la vitesse c-cp. Je note ici qu'au lieu de considérer un problème de Cauchy en condition initiale, comme on l'a fait auparavant, xs égale à s, ts égale à 0, on peut bien considérer un problème de Cauchy défini en condition limite, c'est-à-dire xs égale à 0, ts égale à 0, et puis l'expression de u associée. Dans ce cas, l'expression des caractéristiques est obtenue par intégration, et puis la solution de l'EDP est facilement obtenue en fonction de la donnée initiale h. Maintenant, on va passer à un autre exemple d'équation de transport, mais cette fois-ci à vitesse c non constante, qui dépend de x, c'est-à-dire que le transport il se fait dans un milieu non homogène. On considère le cas particulier Cx égale à x sur t, et puis les directions caractéristiques sont obtenues par intégration de ces relations pour avoir l'expression de S en fonction de x et de t. Et puisque notre EDP est homogène, et en considérant un problème de Cauchy défini en condition initiale xs égale à s, ts égale à 0, on peut bien déterminer l'expression de la solution en fonction de la donnée initiale f. Cette expression signifie que la fonction se déforme, c'est-à-dire son intégrale n'est pas conservée. Ce qui est bien illustré sur ces figures-là, où on peut remarquer ici les directions caractéristiques sous forme exponentielle, et puis la solution elle est transportée suivant chaque direction caractéristique d'une manière non constante. Passons ensuite à l'exemple d'une équation de transport à vitesse qui dépend seulement du temps. On considère le cas particulier d'un coefficient de transport égal à 1 sur t plus τ. On intègre les directions caractéristiques pour avoir les relations entre s, x et t. Et puis la solution de l'EDP homogène pour le problème défini en condition initiale est obtenue en fonction de x et de t. Et on peut bien vérifier que la fonction u ne se déforme pas, c'est-à-dire que la dérivée de son intégrale n'est pas nulle, mais elle se déplace à vitesse non constante. Ce qui est bien illustré sur ces figures-là, qui ressemblent en quelque sorte au cas où le coefficient de transport est constant, sauf que ici vous avez les directions caractéristiques ne sont pas des droites. Une autre classe intéressante de ce type d'équation est l'équation de transport sous sa forme conservative.
où on a en général le coefficient de transport C, il peut dépendre de x, t et u. Remarquons d'abord que pour le cas où C dépend seulement de t, il n'y a aucune différence par rapport au cas précédent. Notamment lorsqu'on dérive par rapport à x, on peut faire sortir le coefficient C à l'extérieur et donc on obtient bien la même équation que le transport à une vitesse c qui ne dépend pas de x. Ce qui n'est pas le cas où on considère le c qui dépend de x ou de u. La première remarque concernant cette forme conservative de l'équation de transport est que l'intégrale ou bien la moyenne de u est conservée. Par contre, u n'est plus conservé le long des caractéristiques, ce qui est bien justifié après développement de la forme de l'EDP, où on peut remarquer que la variation de u est régie par l'une des deux formules équivalentes. La remarque suivante concerne le cas particulier où le coefficient de transport dépend seulement de t. On remarque que c'est cu qui est conservé le long des caractéristiques. Et puis on intègre cette relation de compatibilité pour trouver l'expression de u en fonction de x et de t. La dernière remarque concerne la conservation de l'énergie de la solution pour l'équation de transport dans un domaine homogène, c'est-à-dire lorsque le coefficient c dépend seulement de x. Le dernier exemple pour l'équation de transport concerne le cas non linéaire ou l'équation de transport sous sa forme non conservative, à condition initiale. On remarque ici que le c dépend de u, et puis on considère un problème de Cauchy défini en condition initiale, toujours xs égale à s et ts égale à 0, et puis les caractéristiques sont obtenues par intégration de cette relation. Et puisque notre dp est toujours homogène, la solution u ainsi que le coefficient cu sont conservés le long des caractéristiques. Et donc, les directions caractéristiques sont des droites dont la pente dépend de la donnée initiale. Toujours dans le cas d'équation de transport non linéaire, le cas non conservatif, l'équation de Burkers, qui s'écrit sous cette forme, et puisque le dp est homogène, la solution est conservée, et après intégration de ces relations de compatibilité, on trouve que la solution s'écrit sous une forme implicite, ce qui nécessite une résolution numérique. Et à partir de la forme générale de l'EDP, on peut bien observer la conservation de la quantité globale de U ainsi que son énergie. On passe maintenant à généraliser les EDP du premier ordre à des systèmes d'EDP. On considère ici le système quasi-linéaire de deux EDP du premier ordre pour les fonctions U et V. Et puis on considère un problème de Cauchy où les valeurs de US et VS sont données tout au long de la courbe gamma. Alors puisque US et VS sont connus le long de gamma, leurs variations par rapport à S sont aussi connues. Et donc on peut former avec le système d'EDP le système suivant. Tant que le déterminant de cette matrice ne s'annule pas, on peut résoudre le système pour obtenir les variations de U et de V par rapport à X et par rapport à Y le long de la courbe gamma. Et par suite, construire la solution en dehors de cette courbe. Et donc, en tout point de gamma, il existe des directions particulières dx, dy, telles que ce déterminant est nul, ce qui permet d'écrire cette relation dont les racines constituent les directions caractéristiques, où les coefficients A, B, C sont en fonction des différents paramètres qui figurent dans le système de dp. Les directions caractéristiques ou les racines de cette relation d'ordre 2 dépendent normalement du signe de b carré moins 4ac. En général, on a trois cas. Le premier cas concerne un système hyperbolique pour lequel on a deux racines réelles différentes. Le deuxième cas concerne un système parabolique pour lequel on a des racines réelles confondues. Et puis le dernier cas qui correspond au système elliptique où il n'y a pas de racines réelles. Voilà, c'est tout ce qui concerne les deux approches de la méthode des courbes caractéristiques pour la résolution des EDP quasi-linéaires d'ordre 1.